à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints. Alors ici, dans cet amphithéâtre surchauffé, Aix-en-Provence, bien sûr, on a l'habitude. On prend les devants. Chacun a bien son petit ventilateur ou sa bouteille d'eau pour tenir, je dirais non pas le choc, mais tenir le coup d'une conférence qui s'annonce très animée sur un sujet que vous savez toutes et tous au cœur de l'actualité, entre le logement, la mobilité. C'est vrai que la formation, tout au long de la vie d'ailleurs, c'est ce que nous allons voir, est très importante pour lutter contre le chômage. Alors je ne vais pas dire de chômage de masse, puisque nous sommes pratiquement au plein emploi, dit-on, en France aujourd'hui, mais justement, comment transformer l'essai et notamment travailler sur la formation continue. Comment revaloriser cette formation continue en pleine actualité pour accompagner donc les différentes initiatives. Avant de passer la parole à Nathalie Chusseau, professeure, économiste bien sûr, professeure à l'Université de Lille et par ailleurs, je dirais, grande ordonnatrice de ce rendez-vous, de cette session, au titre notamment de membre de la chaire de transition démographique, transition économique de l'Institut Louis Bachelier. Alors, avec nous sur le plateau, Alain Roumillac, président de Manpower France, je ne présente plus, leader du recrutement et du travail par intérim. Dominique Restineau, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et d'Île-de-France. Madame Florence Parly, ancienne ministre des Armées. Madame Parly, vous avez été nommée il y a peu de temps par décret du président de la République en Conseil des ministres, président du conseil d'administration du CNAM, donc le Conseil national, le Conservatoire national des arts et métiers. Et puis Guy Malargé, PDG de Soprasteria, voilà, Cyril, pardon, un des leaders européens du Conseil des services numériques et de l'édition de logiciels. Et Madame Amina Zegal, qui est directrice générale précisément du campus Tunis de l'Université Paris-Dauphine, PSL. Voilà, donc on connaît Paris-Dauphine à Paris, et il y a le pendant à Tunis. Alors, je rappelle très rapidement, nous avons 55 minutes, ça va passer très très vite, 55 minutes de débat. Évidemment, vous êtes toutes et tous les bienvenus pour participer. Après, on se ménagera un petit temps de parole pour donner les questions à la salle. Merci à vous toutes et tous qui nous suivez également en streaming actuellement depuis chez vous et partout dans le monde. Vous êtes très nombreux, ce sera l'heure des bilans tout à l'heure. Vous verrez, le bilan chiffré est excellent. Alors, je n'en dis pas plus. Nathalie Chusseau, le sujet, je n'y reviens pas. Donc, comment valoriser cette formation continue? Courte introduction, et ensuite chacun, je précise, aura 4 minutes de propos introductifs pour permettre de laisser la place au débat. Nathalie. Merci. Alors, quelques mots introductifs. Le marché du travail en France se porte plutôt bien. Ça a été rappelé ce matin par Bruno Le Maire, avec un taux de chômage aux environs de 7% et un taux d'emploi qui n'a jamais été aussi élevé depuis le milieu des années 70. Toutefois, ceci s'opère dans un contexte d'un monde en proie à des transformations que je qualifierais de radicales. À titre d'exemple, la révolution numérique et l'intelligence artificielle qui vont fortement modifier la structure des emplois. On estime que 39%, par exemple, des employés ont un risque fort d'automatisation, et la récente étude de Goldman Sachs nous explique que l'intelligence artificielle détruirait 300 millions d'emplois dans le monde, dont 25% en Europe. La seconde transition, on en a beaucoup parlé, la transition énergétique et les engagements de décarbonation à l'horizon 2050, qui sont aussi source de destruction d'emplois, mais aussi de création d'emplois. Et puis la transition démographique, qui va accroître les besoins dans les métiers du soin et de la prise en charge de la dépendance des personnes âgées. Alors, face à ces transitions, de fortes incertitudes demeurent sur les emplois d'une part qui seront détruits et ceux qui vont être créés. Et donc c'est pourquoi il faut absolument adapter les compétences, car la demande de travail évolue constamment. En parallèle de ce constat, on a un nombre important de secteurs en tension avec de fortes pénuries de main-d'œuvre et des difficultés de recrutement des entreprises.
Et puis tout ceci dans un contexte où, je le rappelle quand même, nous avons 80 000 jeunes décrocheurs chaque année, c'est-à-dire qui quittent le système éducatif sans aucun diplôme. Alors, la formation à tous les âges de la vie, nous l'avons dit, est donc indispensable parce qu'elle protège contre l'obsolescence des qualifications en développant les compétences et elle permet de s'adapter aux innovations et donc à un marché du travail en permanente mutation. Alors, c'est un outil indispensable pour les employeurs comme pour les salariés. Pourtant, chaque année en France, on a seulement 32% des travailleurs français qui participent à une formation liée au travail, ce qui est largement en dessous de la moyenne de l'OCDE. Alors, évidemment, cela va poser la question de financement de cette formation continue. Les pouvoirs publics y prennent leur part puisque l'État et les régions interviennent fortement dans ce champ. Et de ce point de vue, on peut noter qu'un effort considérable a été réalisé via un développement très important de l'apprentissage, où maintenant on frise le million d'apprentis. Toutefois, évidemment, les entreprises ont aussi un rôle majeur à jouer, car la formation continue doit être proposée à tous les âges de la vie, en préparant les transitions professionnelles et en anticipant les reconversions. Alors, plusieurs questions vont se poser. Comment inciter les entreprises à davantage investir dans la formation et le développement des compétences de leurs collaborateurs? Doit-on rendre obligatoire la formation continue pour les entreprises comme pour les salariés? Quelles compétences faut-il développer pour s'adapter à un marché du travail en mutation et notamment quid des soft skills? Et enfin, comment la formation peut-elle s'adapter, la formation continue peut-elle s'adapter au parcours de travail et d'emploi à tous les âges de la vie? Et donc c'est parmi les questions que nous allons aborder durant cette session. Voilà donc le décor bien campé, merci Nathalie Chussot. Alors Manpower, justement, concrètement, quand on rentre dans la cuisine, Alain Roumillac, Manpower, je le disais, accompagne les entreprises au quotidien dans le changement, justement, dans toutes ces mutations, des transformations pour le moins radicales qui nécessitent une adaptation permanente finalement. Alors ça, effectivement, ça oblige à une transformation permanente et ça oblige à anticiper. Vous l'avez cité. Je crois que les transformations qui sont face à nous, et on l'évoquait tout à l'heure, j'utilise parfois, je dis, un certain nombre d'entreprises vont être face à un mur de compétences. Et donc, il va falloir qu'elles soient dans un mode planification. C'est quels sont les projets que je mets en œuvre, quels sont les impacts que ça va avoir sur les compétences et comment est-ce que je m'organise sur la transformation de mes compétences et quels sont les moyens auxquels j'y associe. Je suis assez marqué parfois, discutant avec des dirigeants d'entreprise qui annoncent d'énormes investissements. Et quand on leur pose la question, mais dans cet investissement, combien allez-vous mettre sur la partie formation, sur la partie compétences? D'abord, la question les surprend. Et je leur dis, mais est-ce que vous pensez que si vous faites 1 milliard d'investissements, est-ce que si, par exemple, vous mettiez 3%, 30 millions, est-ce que vous ne pensez pas à un moment où on se pose tous la question de pourquoi est-ce qu'on a des problèmes de productivité? Ce ne serait pas intéressant de mettre cet investissement? Vous avez évoqué qui doit financer. Sans doute qu'il y a peut-être les entreprises vont devoir financer plus elles-mêmes et sans doute que l'État va devoir mieux utiliser son argent sur les sujets. Il y a un deuxième aspect sur lequel je voudrais insister, c'est le plan qui est de passer le chômage de 7 à 5%. Là, à 7%, quasiment toutes les personnes qui sont employables sont déjà à l'emploi. Donc il va falloir massivement former ces personnes dont on sait comment est-ce qu'on peut les insérer. Il faut être capable de les accompagner. Il faut les aider à se projeter. Il ne faut les former que lorsqu'elles ont défini un projet. Et je pense qu'aujourd'hui, on en forme trop des gens en disant on va te former puis tu verras si ça te plaît. Et puis on a des échecs absolument colossaux. Donc il va falloir, pour réduire le chômage, et j'espère que c'est ce qu'il y aura dans la loi plein emploi, ça sera cette capacité à accompagner les demandeurs d'emploi, leur donner accès de façon massive à des formations qui vont permettre de répondre aux besoins des entreprises. Bien, merci pour cette concision. Vraiment, on va tous être sur le même trend et on aura l'occasion de donner plus de place peut-être à la salle tout à l'heure pour les questions-réponses. Dominique Restineau,
Donc, je rappelle, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France. Avec vous, on va voir la question de l'appropriation de la formation continue, parce que vous accompagnez les entreprises, vous aussi, en tant que représentation consulaire au quotidien. L'appropriation, comment on fait concrètement pour s'approprier cette formation continue? Vous avez de nombreux exemples à nous citer, on ne peut pas être exhaustif, mais des exemples très précis. Bonjour, tout d'abord merci d'être venu nous écouter parce que par ce temps sous ce chapiteau il ne fait pas chaud, donc je vous remercie de venir nous écouter. Le groupe éducatif de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France forme chaque année 72 000 personnes. Alors j'ai l'habitude de dire 42 000 personnes en formation initiale, dont 19 000 apprentis, et 30 000 personnes en formation continue. En réalité, ce que je commence à dire, c'est le groupe éducatif de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France forme 72 000 personnes en formation continue tout au long de la vie. Je m'explique. La formation continue, elle ne commence pas à partir de 50 ans ou de 45 ans. La formation, ça commence quand on est petit. C'est tout un cycle. Et c'est la raison pour laquelle, à travers votre question, comment revaloriser la formation continue, ça me gêne un petit peu. Parce que je n'ai pas envie qu'on la revalorise, j'ai envie qu'on se l'approprie pour véritablement qu'elle soit et qu'elle vive dans notre société. Tout à l'heure, juste auparavant, j'ai eu le plaisir d'assister dans la salle, dans le grand hall à côté, quel choix de société pour demain. Je crois, me semble-t-il, j'ai beaucoup entendu parler d'écologie, bien sûr, et je le comprends et je le partage. Mais je crois que la vraie transformation de nos sociétés, de notre société, c'est l'éducation et la formation tout au long de la vie. Et donc, à travers cette formation tout au long de la vie, on a fait énormément d'efforts. Nous avons 14 écoles pour former tout cela. Je vois le directeur général de l'ESCP, qui est notre école, HEC, qui est notre école. Mais nous avons des écoles un peu moins connues, les Gobelins, mais classées meilleure école de cinéma d'animation au monde, où je vais prendre par exemple Ferrandi, grande école de la gastronomie française. Eh bien, ce qui est important, c'est que nous avons transformé l'éducation. Ça fait 2 siècles que la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France crée des écoles et crée des programmes. Et bien évidemment, ces programmes évoluent. On ferme des programmes, on ouvre des écoles, on referme des programmes, parce que nous sommes et nous formons les hommes et les femmes dont les entreprises ont besoin. Mais je dirais que c'est plus que ça, parce qu'aujourd'hui, à travers la formation, il y a des formations longues, diplômantes, et également des formations qui sont très courtes. Et je pense qu'il faut repenser le système de formation avec des formations certifiantes diplômantes, mais également des formations qui permettent à des gens qui ont moins de temps de pouvoir apprendre et réapprendre après, tout au long de la vie. Et bien évidemment, quand on arrive à la sortie d'un grand sujet qui a eu lieu ces derniers mois sur la préparation à la retraite, aujourd'hui c'est 53 ans où je crois qu'on considère les gens comme des seniors. Ça fait un bon moment que je suis un senior, ça j'ai compris, d'accord ? Peut-être faudrait-il repousser un petit peu cet âge, parce que la santé que nous avons et ce que nous essayons de faire même avec l'enjeu climatique, c'est d'essayer de vivre mieux plus longtemps, et mieux plus longtemps, c'est avec la formation tout au long de la vie. Bon, très bien, on va revenir. On va entrer dans le détail. Je parlais de la cuisine tout à l'heure. Je pense que la vôtre, elle est bien fournie aussi. Vous allez nous dire concrètement qu'est-ce qu'il y a dans les tiroirs. Madame Florence Parly, donc je disais, toute nouvelle présidente du conseil d'administration du CNAM. Alors, vous venez de prendre vos fonctions, donc vous êtes en train finalement de découvrir de tous les champs du possible. Néanmoins, vous avez quand même une idée globale du sujet, avec quelques idées précises, notamment sur le fait que vous travaillez, ne serait-ce que par les notions d'apprentissage avec les entreprises. Ces entreprises, il faut les mobiliser aujourd'hui. Absolument. Alors d'abord, si vous me permettez, outre la fierté que j'ai de présider le conseil de ce magnifique établissement, qui est seul dans sa catégorie, je voudrais dire à ma fierté aussi d'avoir appartenu à 2 gouvernements qui successivement ont mis en place la VAE, c'était pas rien. Et puis, à partir de 2017, la loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel, et puis ça a été mentionné, le décollage impressionnant de l'apprentissage. Donc, comme ça a été dit à l'instant, les besoins des entreprises sont immenses et sont évolutifs. Immenses, on le voit, parce que un nombre considérable d'emplois ne sont pas pourvus, faute de personnes détenant les bonnes qualifications.
Et puis évolutif, parce qu'on est dans un contexte où les choses bougent vite, on est en situation de quasi plein emploi. Et donc, tout le défi, c'est à la fois d'avoir un système de formation initiale qui réponde d'emblée aux besoins de compétences des entreprises et de l'économie. Et ça, on pourrait en discuter longuement. Deuxièmement, s'agissant des personnes qui ne sont pas dans l'emploi, être capable de fournir l'accompagnement qui va bien pour les remettre en situation d'employabilité. Et ça demande énormément d'encadrement. Et je pourrais vous en parler parce que l'expérience du ministère des Armées de ce point de vue-là est très intéressante. On va y revenir en détail parce qu'effectivement, c'est très intéressant la manière dont ça se passe. Et puis le troisième vivier, celui dont le CNAM s'occupe, ce sont les personnes qui sont en général déjà dans l'emploi et qui ont besoin d'évoluer. Qui ont besoin d'évoluer d'abord parce que c'est leur souhait d'évoluer. Et là, on parle d'escalier social, il faut être volontaire pour ça. Mais qui sont aussi des employés de sociétés ou d'entreprises qui ont besoin que leurs propres salariés s'adaptent au métier d'aujourd'hui et de demain. Et donc, ce besoin est d'autant plus fort que, vous l'avez vu, il y a un certain nombre de politiques publiques essentielles qui sont mises sur le devant de la scène. Le besoin de réindustrialiser notre pays, le besoin d'organiser la transition écologique, de créer des industries vertes qui permettent à la fois de créer de nouvelles industries et de décarboner les industries existantes. On a parlé du soin, de la santé, de l'énergie. Je mentionne que le secteur du nucléaire est en train de perdre une génération complète qui part à la retraite, qui constitue un trésor de savoir-faire et de compétences. Nous relançons la filière nucléaire, c'est heureux, et il va falloir recruter 100 000 personnes dans les prochaines années pour répondre aux besoins de cette filière. Donc on voit que les besoins sont non seulement déjà très importants avec les goulots d'étranglement qui existent, mais ils vont devenir de plus en plus critiques dans des filières qui sont elles-mêmes critiques pour notre pays. Donc on a besoin des entreprises, et là je termine parce que je fais mon appel au peuple, pardonnez-moi, mais aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence, il y a beaucoup de sociétés, il y a beaucoup d'entreprises. Et donc ce que je voudrais dire, c'est que nous avons besoin, nous qui sommes en charge de créer des formations qui répondent le mieux possible aux besoins des entreprises, nous avons besoin d'elles. Parce que qui mieux que les entreprises elles-mêmes peuvent définir quels sont les besoins. Et donc, cette co-construction des programmes de formation doit porter à la fois sur les thèmes, les compétences qui sont nécessaires, doit porter sur la forme que prennent ces formations. Il a été dit tout à l'heure qu'il faut aussi être capable de créer pas seulement des ingénieurs en 6 ans, mais aussi de répondre à des besoins de très court terme. Oui. Et puis, il faut aussi savoir jouer sur les nouvelles modalités de la formation. Avant, on faisait que du présentiel. Maintenant, on fait beaucoup de formations à distance. Et c'est la combinaison de tout ça qui permettra de répondre à l'avenir. Donc, je ne veux pas être plus long, mais je pense que c'est vraiment la mission du CNAM avec d'autres organismes, bien sûr. Mais pour ça, pour être pertinent, il faut vraiment pouvoir avoir un dialogue lui-même pertinent avec les entreprises. Et on va y revenir en détail, vous allez nous expliquer, Madame Parly. Alors, Cyril Malargé, pardon d'avoir écorché même plus que ça votre prénom tout à l'heure, donc je confirme, Cyril Malargé, PDG de Sopra Steria. Alors, aujourd'hui, les différents intervenants le montrent et le prouvent, on est face à des changements radicaux, l'intelligence artificielle, la transition énergétique, autant d'opportunités, mais autant de risques aussi. On est un petit peu chez Schumpeter avec la destruction créatrice quelque part. La formation continue à vos yeux. Il y a vraiment une nécessité de travailler en interne, c'est-à-dire de former ses propres équipes. Ça, c'est un point important de votre, je dirais, point managérial chez Sopra Steria. Oui, Emmanuel, alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là avec cette température, il fait chaud. J'ai envie de faire la passerelle avec Florence parce que je crois qu'on est tous les deux très conscients des enjeux. Aujourd'hui, l'entreprise, elle a à faire face à des défis absolument monstrueux. Le défi des transformations, je ne reviens pas sur la transition écologique, sur l'impact de l'automatisation, ok. Le défi de la compétitivité dans la durée à l'échelle mondiale. Le défi de l'attractivité. Et finalement, cette capacité à fidéliser et à attirer les meilleurs talents. Et on voit bien que derrière ces défis-là, en fait, il se cache quoi ? Tout simplement un enjeu de compétences. Et un enjeu de compétences qui est aujourd'hui devenu fondamental.
Vous avez donné un certain nombre de chiffres. Moi, j'ai envie de les compléter. Ayez en tête que, et ça a été repris d'ailleurs par Pôle emploi, 85% des emplois en 2030, aujourd'hui, n'existent pas. Et les formations encore moins. 85%. Deuxième chiffre, 50% des hard skills ont une durée de vie de moins de 5 ans. Et c'est encore plus vrai dans mon métier à moi, qui est la technologie. Et donc, une fois que vous avez posé ça, vous comprenez quoi ? La formation initiale, c'est un stock, mais ça ne suffit pas à faire une carrière. Vous comprenez que les entreprises doivent basculer dans une gestion dynamique des compétences. Et donc, la compétence n'est plus un stock, mais un flux de savoir-faire qu'il faut entretenir. Et puis, vous comprenez que c'est un effort aussi de la part du salarié, parce que se former, il ne faut pas croire, mais c'est surtout un effort, et un effort qu'il faut encourager. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment on s'y prend ? Parce que tout est affaire d'exécution, finalement. Je ne vais pas être donneur de leçons, et je resterai très humble par rapport à ça, mais j'ai envie de partager quelques enseignements, parce que chez Soprasteria, donc nous sommes 60 000 ingénieurs et consultants. Je recrute chaque année 10 000 nouveaux collaborateurs, et je consacre près de 8% de ma masse salariale à la formation. Donc on a considéré aujourd'hui que c'était quelque chose de fondamental pour nous. Je retiens 3 choses. Soft skills, accompagner l'effort et faire confiance, et puis passer du training au learning. Sur les soft skills, on parle de quoi ? Capacité de synthèse, apprendre à apprendre, leadership, créativité. Et je vais juste citer un exemple qui va parler à tout le monde, c'est l'IA. Le bon usage de l'IA ne requiert aucune compétence technologique. Ça requiert de l'esprit critique, ça requiert la capacité à poser les bonnes questions et la capacité à raisonner pour pouvoir être critique dans le résultat fourni par la machine. Évident. Deuxième sujet, faire confiance et aller plus loin. Typiquement, moi je recommande de donner un accès libre à tous les collaborateurs, à tous les employés, au catalogue, aux outils de formation. D'usage, c'est un premier pas, mais ça ne suffit pas. En fait, le rôle de l'entreprise, c'est de pouvoir encourager, inciter et valoriser. Sinon, naturellement, ça ne se fait pas. Et je vais donner un exemple de ce qu'on a mis en place, mais on n'est qu'au début de l'histoire, on apprend. On a consacré le mois de juin, le mois de l'apprentissage. Le mois de l'apprentissage, ça veut dire que chaque collaborateur, les 60 000, ont reçu chaque jour, dans leur boîte mail, du contenu pédagogique sous forme d'articles, de podcasts, de vidéos, juste pour donner envie d'apprendre. Juste pour donner envie d'apprendre. Et puis troisième point, fondamental pour moi, il ne suffit pas de former, il faut mettre en application très vite derrière, sinon c'est de l'argent perdu, c'est de l'investissement personnel pour les collaborateurs perdu. Et donc le rôle de l'employeur, c'est d'organiser la mise en place derrière et la mise en situation immédiate. Et donc pour finir, parce qu'on n'a que 4 minutes, sur un sujet important. Vous en aurez d'autres après. Voilà. Pour moi, les entreprises qui vont réussir, ce sont celles qui auront compris que la compétence doit être au cœur de leur stratégie. Et seront celles qui miseront sur la compétence de leurs collaborateurs et qui passeront un pacte de compétences avec les managers et les salariés, un pacte évidemment fondé sur la formation continue. Voilà. Et je crois que la cause est entendue par tous et on va voir justement chacun, vous avez des illustrations. Aujourd'hui, c'est une affaire d'exécution. Bien sûr. Alors justement, comment fait-on ? Ça, c'est un point important qu'on abordera tout à l'heure. Amina Zegal, donc je rappelle, directrice générale du campus de l'Université Paris-Dauphine, campus Tunis, très important. Donc avec vous, on va voir, je dirais, l'ouverture internationale. Mais comment vous vivez, madame, comment vous gérez, je dirais même, les relations entre l'université et l'entreprise ? Ça, c'est un point crucial finalement de votre quotidien. J'aimerais commencer par une question. Ah ben allez-y, à qui ? Est-ce que vous demanderiez à votre médecin de vous prescrire un médicament qui vous permette de rester en bonne santé tout au long de votre vie ? La question serait simple. Je détruirais une industrie. Et surtout éviter le stress. De la même façon, on ne peut pas demander à un diplôme universitaire de garantir les compétences tout au long de la vie. Il est acquis de tous aujourd'hui qu'il est nécessaire de se former tout au long de la vie pour rester compétitif, agile et compétent. Aujourd'hui, nous savons tous que 25% des métiers vont changer dans les 5 prochaines années. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, les compétences techniques duraient dans les années 70, 40 ans.
Aujourd'hui, elle ne dure pas plus de 18 mois. Les entreprises sont conscientes de ça et mettent au cœur de leur stratégie la formation, l'investissement pour la formation au même titre que l'automatisation des process. Elles se sentent capables de former, elles sont confiantes d'avoir ces capacités de former, mais ce qu'elles craignent, c'est la rareté des compétences, l'indisponibilité des compétences, la volatilité de la main-d'œuvre. C'est pour ça qu'il faut former plus et plus efficacement. Le campus de Tunis se positionne comme étant un accélérateur d'éducation. Nous avons décidé de bouger, de nous transformer d'un provider de contenu, d'un provider de formation à un accélérateur de formation. Cela se matérialise en accompagnant les entreprises, en offrant des solutions aux entreprises pour les aider à renforcer la rétention des cadres, à renforcer, à assurer une certaine montée en compétence de leurs cadres. C'est ainsi qu'on a vu notre formation continue se développer. Il y a quelques années, on n'avait pas de département formation continue. Aujourd'hui, elle représente 30% de notre chiffre d'affaires. Nous souhaitons la développer encore plus grâce à notamment l'investissement en tout ce qui est techno-pédagogie pour la formation des professionnels. Par exemple, nous avons mis en place un programme que nous avons baptisé YouJobs. You comme University, Jobs pour l'emploi. Il s'agit de travailler main dans la main avec l'entreprise pour attirer les talents et pour développer la marque employeur sur le campus. C'est un moyen pour nous aussi de financer des étudiants méritants qui n'ont pas les moyens de payer leurs études. Alors tout ça pour vous dire qu'on est conscient, nous universitaires je pense, de l'urgence de s'adapter, de développer une certaine agilité pour travailler en collaboration avec les entreprises, notamment par la formation tout au long de la vie. Cela demande une collaboration étroite. Cela demande aussi qu'on collabore, qu'on réfléchisse à un développement commun et une vision pour repenser l'avenir de notre métier. Et en fait, vous répondez à des demandes précises, et je pense qu'il y aura peut-être des questions d'ailleurs des personnes dans la salle qui peuvent aussi être en attente de solutions précises de la part de l'université en tant que chef d'entreprise. On aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure. Alors, Alain Roumignac, Manpower France, je reviens vers vous. Président, concernant, je dirais, l'implication des entreprises concrètement, comment est-ce qu'on peut convaincre les entreprises d'investir dans la formation et surtout avec quels moyens? Parce qu'il y a les outils, il y a une boîte à outils. Concrètement, quelle est la vôtre? Alors, je pense que d'abord, les entreprises elles ont bien compris que c'était très compliqué de trouver sur le marché les compétences dont elles ont besoin. Alors, sans doute que le marché lié à la conjoncture économique va être un peu moins tendu sur la fin de l'année et le début de l'année prochaine, mais aujourd'hui, c'est compliqué. Donc, je pense qu'à minima, les entreprises ont compris que dans bon nombre de cas, il fallait qu'elles anticipent, qu'elles soient capables de prendre des gens qui avaient le potentiel et de les former pour pouvoir avoir en leur sein les gens dont elles ont besoin pour réussir donc leur production et continuer à se développer. C'est en gros savoir où l'on va, quoi. Alors, c'est savoir où on va et accepter qu'on ne trouvera pas du jour au lendemain les compétences dont on a besoin sur le marché. Et donc ça nécessite d'anticiper, en particulier, donc premier cas, lorsque on fait rentrer des gens dans l'entreprise, et il faut accepter ce sujet, peut-être qu'on l'avait un peu oublié. Et le deuxième sujet, effectivement, c'est ce que j'ai aussi dit dans mon propos liminaire, c'est qu'il faut être capable de se projeter. Il faut être capable de se projeter, pas à 10 ou 15 ans à un horizon qu'on n'est pas capable de complètement voir, mais en général, chaque entreprise, à l'horizon de 3 ou 5 ans, c'est à peu près où elle va aller. Ne serait-ce que parce qu'elle a des projets de transformation. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de décarbonation, les investissements qui sont nécessaires vont se réaliser sur plusieurs années, voire sur 10 ans. Et donc, on sait, à un horizon, par exemple, de 3 ans, quels sont les projets
de décarbonation, quels sont les projets digitaux qu'on va mettre en place, et on est capable de comprendre quel va être l'impact sur les compétences. Et donc on est capable d'anticiper. Et l'anticipation est d'autant plus importante, c'est qu'on travaille sur de la patte humaine et que changer des compétences qui doivent ensuite se traduire par des changements de comportement, ça prend du temps. Il faut jouer sur l'individuel aussi, non? Alors, il faut jouer sur chaque individu. Après, à la fin, souvent, et donc nous, ce que l'on conseille nos clients, c'est d'avoir d'abord une approche macro. Quels sont les grands métiers, comment évoluer, et ensuite que chaque individu soit capable de se projeter en fonction de quelle est la capacité des personnes à apprendre et quelle est leur envie d'apprendre. Et en fonction de ça, d'ailleurs, ça définit quel est le type de job sur lequel vous allez pouvoir les repositionner. Ceux qui sont très évolutifs, très motivés, vous allez pouvoir leur faire un saut de compétences significatif. Ceux qui vont être moins évolutifs, il va falloir essayer de les positionner sur des jobs qui sont, on va dire, avec un gap moins important. Et dernier peut-être sujet sur cet aspect-là, ce qu'on se rend compte, nous, quand on accompagne des entreprises sur ces sujets, c'est qu'il y a plein de gens qui disent, vous savez, il n'y a peut-être plus besoin de ma compétence dans cette entreprise, mais il y en a peut-être besoin ailleurs. Et dans ce cas-là, vous savez quoi ? Plutôt que de changer de compétences, je préfère changer d'entreprise. Donc, ce sont des programmes d'adaptation des compétences globaux qu'il faut mettre en œuvre. Comment on peut le faire au sein même de l'entreprise? Il y a des structures qui sont même valorisées et encouragées par la loi. Ce sont les CFA, les centres de formation donc, à l'interne des entreprises. Est-ce que ça peut être un outil intéressant pour travailler sur l'individualité? Là, je pose la question à Dominique Restineau. Avec les entreprises que vous accompagnez, par les chambres de commerce et d'industrie? Nous avons nous-mêmes un gros CFA, un grand CFA. Elles peuvent l'avoir, mais c'est un métier de gérer un CFA. Ça ne s'improvise pas comme ça. Donc nous accompagnons également les entreprises. Je voudrais revenir sur un point, parce que l'appropriation, j'ai entendu beaucoup de choses, ce n'est pas l'affaire que des entreprises. Ça n'est pas l'affaire que des collaborateurs. Ça n'est pas l'affaire que des chômeurs. Ça n'est pas l'affaire que de Pôle emploi, c'est l'affaire de tous. C'est pour ça que je vous dis, c'est tout au long de la vie, cette formation qui est importante. Pourquoi ? Quand on dit et quand j'entends, les entreprises savent très bien qu'elles ont un problème. Elles ont un problème à court terme parce qu'elles ont besoin de recruter pour demain matin ou pour le mois prochain ou pour l'année prochaine. Mais en réalité, il me semble que pour répondre à la question comment améliorer et comment s'approprier, c'est à 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'il faut regarder les choses pour avoir une vision plus claire. Pourquoi ? En France, 97% des entreprises ont moins de 20 salariés. À qui profite la formation continue ? Aux grandes entreprises, parce qu'elles sont organisées. C'est ce point-là qui est fondamental, alors que les patrons de TPE, vous savez, Chambre de commerce et d'industrie dans notre pays, ça accompagne principalement les TPE, les PME, les commerçants et les entreprises de taille moyenne. Et donc, c'est celle-ci, parce qu'elle représente la moitié du budget de formation continue, et c'est celle-ci que si ce n'est pas l'ensemble de la société, de toutes les parties prenantes, on n'arrivera pas à la question que vous posez de comment revaloriser. Alors, mais quand vous dites l'ensemble de la société, on peut penser au territoire aussi. Mais c'est les collectivités, les territoires, les régions, les villes, l'État. Je vous dis, pour moi, il y a un enjeu climatique, il y a un enjeu... Vous savez, l'enjeu climatique, Florence Parly le disait, il faut former là, là, là et là. Tous ces métiers, tous ces secteurs d'activité, il y a un mot, formation tout au long de la vie. C'est ça qui va transformer la société, me semble-t-il. Alors là, on a le chef d'entreprise et les chefs d'entreprise pragmatiques. On dit généralement que le temps de l'économie n'est pas celui du politique. C'est vrai. Vous raisonnez à très long terme, ce que ne fait pas le politique. Et on n'en fera pas d'ailleurs autour de cette table, mais c'est vrai que on peut voir grand et commencer petit aussi. Voilà. Ça, c'est la vie des chefs d'entreprise. Alors, il y a quand même, c'est pas un paradoxe, mais dans cette vision de long terme, on a besoin de formations très courtes. Oui. Ça, c'est un paradoxe ou pas? Comment vous travaillez les formations très courtes? Oui et non, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Regardez, notamment dans la reconversion. Bon nombre, et je peux vous dire que je vois des jeunes gens qui ont une trentaine d'années, qui ont fait des écoles remarquables, je ne vais pas citer les nôtres, mais d'autres, d'accord, qui ont envie d'une reconversion pour aller travailler dans la gastronomie, par exemple, parce que c'est une passion qu'ils ont. Ils vont aller ouvrir des restaurants, ils vont ouvrir des chaînes de restaurants où il va y avoir du développement économique. C'est repenser leur rôle et ils font de la reconversion. Mais c'est de la reconversion également qu'il peut y avoir tout au long de la vie. Oui.
Madame Parly, est-ce que les entreprises, à vos yeux, ont réellement compris les enjeux de cette formation continue, formation tout au long de la vie? Encore une fois, je disais, vous découvrez, vous entrez en contact avec vos partenaires au fur et à mesure, mais quels sont déjà vos premiers sentiments? Est-ce qu'il y a une prise de conscience de la part des entreprises? C'est très difficile de généraliser. Comme ça a été dit à l'instant, les grandes entreprises ont pris la mesure de ces problèmes et d'ailleurs, beaucoup n'ont pas attendu pour créer en interne des structures de formation, CFA ou pas, des universités internes pour continuer à former leurs collaborateurs tout au long de la carrière professionnelle. Parce qu'il faut avoir en tête aussi une chose, c'est que la possibilité d'accéder à de la formation en continu est non seulement perçue comme attractif pour les jeunes qui rejoignent l'entreprise, mais c'est aussi un élément de fidélisation des collaborateurs pour les entreprises. Donc c'est extrêmement précieux. Donc oui, les grandes entreprises, je crois, l'ont compris. Nous avons un très bel exemple au CNAM avec une collaboration, c'est un hasard, avec MBDA, une société que je connais bien, Missilier. C'est un partenariat qui permet à des techniciens de devenir ingénieurs, Bac plus 5, en l'espace de quelques années. Et donc, en effet, ça nécessite non seulement beaucoup d'envie et de volonté des individus qui se projettent dans ce projet, mais ça nécessite aussi beaucoup d'accompagnement de la part de l'entreprise. Il faut savoir libérer son salarié au bon moment, l'encourager dans cette démarche, plutôt que de lui faire percevoir que tout ça, c'est de la perte de temps. Non, c'est un investissement. Donc, le sujet, c'est en effet d'arriver, pour des plus petites structures, à faire prendre conscience de ces sujets. Et donc, pardonnez-moi, je parle du CNAM, mais c'est finalement ce que je connais de mieux. Mais vous êtes là pour ça. Mais le CNAM est présent dans 230 implantations sur tout le territoire français. Et je crois que l'un des atouts, j'espère ne pas être démenti par mon voisin, c'est que les structures locales sont en articulation très étroite avec le monde socio-économique et donc aussi les chambres de commerce. Pourquoi? Parce que c'est le monde socio-économique local qui peut le mieux déterminer quels sont les besoins à l'échelle d'un bassin d'emploi. Et donc, tout le sujet, c'est d'arriver vraiment, comme je disais tout à l'heure, à faire du sur-mesure, quitte à aller dans la granularité, je dirais, sur les enjeux territoriaux. Et ces 230 implantations, elles sont dans des villes très moyennes, et ça accompagne aussi l'action du gouvernement dans le cadre des actions cœur de ville. C'est très important de pouvoir aller au-devant de ces jeunes ou de ces moins jeunes, parce qu'il n'y a évidemment pas que la formation en ligne, il peut y avoir aussi besoin de contacts. Voilà. Donc je pense que plus le marché de l'emploi se tend, moins les employeurs trouvent facilement et rapidement des compétences, plus nous avons une fenêtre dont on espère qu'elle durera longtemps parce qu'elle sera le signe que le plein emploi est présent, mais nous avons une fenêtre pour vraiment convaincre les entreprises qu'il y a des interlocuteurs, et il n'y a pas que le CNAM évidemment, mais qu'il y a des interlocuteurs qui sont là pour répondre à leurs besoins, à condition qu'il y ait un dialogue et que nous puissions échanger sur ces sujets. Amina Zeghal, en réaction justement, alors vous aussi, c'est la relation directe entre l'université et les entreprises. Oui, je souhaite réagir par rapport Même à ce question. qui vient d'être dit. Les entreprises ont beau anticiper leurs besoins en compétences, ils ont beau réfléchir à leur stratégie et mettre ça au cœur de leur stratégie dans les 5 prochaines années. En réalité, quand ils viennent voir les professionnels de l'éducation, ils veulent de l'immédiat. Quand ils forment, ils veulent des compétences prêtes immédiatement et à moindre coût. Ils font très attention au retour sur investissement de cette formation-là. Alors, comment réagir par rapport à tout ça? Il est clair qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus d'agilité, on parle d'internationalisation aussi. Ça a été le cas choisi par Dauphine, et permettez-moi de parler de Dauphine en ce qui concerne mon cas. Dauphine a choisi d'installer son premier campus à l'international à Tunis pour assurer la proximité des entreprises internationales basées en Afrique. Et le modèle a pour objectif de former, de bénéficier de toutes les compétences parisiennes et de l'adapter par rapport à la région, tout en rajoutant une couche locale. Cyril Malargé, en termes de formation, justement, là on parle chacun des expériences, comment on fait pour recruter les bons collaborateurs? Vous avez une stratégie interne, vous travaillez en liaison directe avec les universités par exemple? Déjà, il faut avoir compris que c'est essentiel
pour l'entreprise. Quand vous avez compris ça, vous mettez les moyens, parce que recruter, en fait, c'est énormément de moyens, énormément d'investissements, et il faut travailler dans la durée. Il ne suffit pas de faire un coup, repartir, refaire... Voilà. Donc quelque part, typiquement, alors, je ne vais pas faire une généralité, on le voit, les situations sont très diverses et très variées. Hein. Je peux parler d'un exemple que je connais bien, c'est ce qu'on a mis en place, et ce que des confrères ont mis en place aussi, c'est des relations dans la durée avec les écoles, avec les universités. Typiquement, chez Soprasteria, chaque année, c'est plus de 500 actions qui sont menées auprès des écoles, auprès des universités. On tient des chaires, on prend beaucoup de stagiaires également, beaucoup de stagiaires qu'on forme au métier, etc. Je reviens juste sur un point. Oui, on a besoin de jeunes qui sont formés. On ne cherche pas forcément à ce qu'ils soient directement tous, on va dire, prêts à l'emploi, si je puis dire. On cherche aussi des gens qui ont la tête bien faite, parce qu'on sait très bien que ce qui peut marcher à l'instant T, 2 ans après, ne peut plus marcher. Donc on cherche aussi des personnes qui sont capables d'évoluer et qui sont capables d'apprendre demain une nouvelle technologie, un nouveau métier, etc., etc. Alors, je vais faire réagir, avant de passer la parole à la salle et la conclusion de Nathalie Chussot, je vais faire réagir Dominique Restineau et monsieur, donc le président de Manpower France. Auparavant, Madame Paris, j'aimerais bien que vous nous reveniez un petit peu en arrière en tant que ministre des Armées. Donc, les armées sont très spécifiques, vous commenciez à le citer tout à l'heure. Il y a quand même, je crois que vous formez, si je ne me trompe, 26 000 jeunes, enfin, vous avez recruté 26 000 jeunes de Bac-10 à Bac+10, et vous les formez et vous leur donnez un job, et quand ils sortent de l'armée, ils sont formés. Est-ce que c'est exportable dans le privé, ça? Déjà, expliquez-nous. Alors, malheureusement, très rapidement, comment ça marche, et on pourra y revenir à travers les questions. En 2 mots, pourquoi est-ce qu'on fait ça? En effet, on recrute 26 000 jeunes tous les ans, donc c'est considérable sur tout type de qualification. Et la raison en est que les armées françaises sont une armée d'emploi. Et donc, nous nous inscrivons dans une logique de flux. Donc, tous les ans, un nombre équivalent de militaires quitte le service des armes. Donc, cela veut dire qu'il faut pouvoir sans cesse attirer des jeunes. Et parmi les raisons qui peuvent attirer aujourd'hui des jeunes vers cet engagement, il y a évidemment ceux qui en ont rêvé quand ils étaient tout petits, mais c'est une minorité. Et puis il y a aussi des jeunes qui, faute de qualification au départ, se disent finalement, je vais apprendre quelque chose qui me servira à l'issue. Alors il y a d'autres facteurs qui interviennent. Mais c'est vrai que les armées investissent énormément sur la formation de ces jeunes. C'est pour ça que, comme ce sont des contractuels, l'objectif, c'est de les faire re-signer. Ce sont des contrats de 5 ans. Parce que investir pour 5 ans et devoir recommencer c'est un peu comme s'ils partaient à la concurrence, en fait. C'est une entreprise privée. Donc on essaye de les fidéliser un peu, mais pas trop, parce qu'il faut qu'ils restent jeunes, alertes et en bonne forme. Entretenus, oui. Voilà. Et il faut aussi que la promesse qui fait partie de l'engagement, c'est-à-dire de pouvoir remettre le militaire qui quitte l'institution dans la vie civile, soit tenue. Donc ça veut dire qu'au cours de cette période d'engagement, il faut que des compétences reconnues, comme le ministère du Travail le fait à travers son répertoire national, puissent être délivrées. Et donc ça nécessite 2 choses. D'abord qu'en effet, on les forme pendant, mais qu'on s'occupe aussi de leur reclassement à la sortie. Et c'est pour ça qu'il y a l'équivalent du Pôle emploi, si je puis dire, pour le ministère des Armées, qui s'appelle Défense Mobilité, qui reclasse tous les ans environ 13 000 personnes, puisque tout le monde n'a pas besoin de cette institution pour pouvoir trouver du travail, et qui aussi, je tiens à le souligner, s'occupe non seulement des militaires qui quittent l'institution, mais aussi de leurs conjoints. Dominique Restineau est en train de dire merci l'armée française. Je dis et je rends hommage au service de l'armée française parce que c'est un formidable formateur. Et il est vrai que ça apprend tellement de métiers, mais ça apprend également dans les soft skills quand on est à l'armée. Alors, sans être radical, bien évidemment. Mais il y a véritablement un process qui est là, qui peut absolument apporter des idées également, et notamment sur la reconversion, parce que nous-mêmes, dans les chambres de commerce, nous avons des partenariats avec le service mobilité de l'armée, où nous formons également, parce qu'on parle du salariat.
Mais on peut passer aujourd'hui de salariat à également porteur de projet en création d'entreprise. Et moi-même, avec la Chambre de commerce, nous avons accompagné, et chaque année, nous accompagnons dans ce domaine-là, dans la formation des chefs d'entreprise également. Cyril Mallinger, très court. Madame Parlier également, très court. Oui, très court. Simplement, je voulais revenir sur ce qui a été dit, le sujet des soft skills. Moi, quand je recrute quelqu'un qui a fait l'armée, j'ai une garantie de valeur, j'ai une garantie de soft skills. Que je ne remets pas en cause. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et typiquement, si l'entreprise a bien quelque chose à apprendre de ça, c'est cet enseignement-là qu'on gagnerait tous à exporter dans le privé. C'est juste une intervention. Un mot, rapidement. Si la situation de plein emploi perdure, alors nous avons besoin de réussir l'employabilité de ceux qui sont le plus loin de l'emploi. Il y en a chez les militaires. Et j'invite tous ceux qui s'occupent de ces sujets à visiter le régiment de Fontenay-le-Comte, parce que le régiment, pardon ? Le régiment de Fontenay-le-Comte, parce qu'on a adapté aux militaires un système de formation professionnelle où c'est l'AFPA, qui ne s'appelle plus l'AFPA, qui vient au sein du régiment. Et d'autre part, regardez ce que fait le service militaire adapté dans les Outre-mer, où là on avait vraiment les décrocheurs. Oui. 90% d'entre eux s'insèrent dans le monde du travail à la sortie. Donc c'est une question d'encadrement dans la durée et d'encadrement en termes de nombre d'adultes qui sont auprès de ces jeunes. Fort engagement. Rapidement, Monsieur Roumillac, comment on forme aujourd'hui les jeunes aux nouvelles technologies, enfin, à comment vous réagissez d'ailleurs à ça ? C'est positif selon vous, enfin, cette manière d'amener les jeunes vers le travail ? On a aussi un accord de partenariat avec Défense Mobilité pour pouvoir réinsérer un certain nombre de personnes. Et moi, je partage cette vision en particulier. Il faut qu'on accompagne plus les gens qui sont éloignés de l'emploi. Encore une fois, dans ce pays, je pense qu'on a fait le choix, une fois, de l'indemnisation pour traiter le chômage plutôt que l'accompagnement. Donc, il faut accompagner les gens. Il y a plein de gens qui sont volontaires, qui n'ont pas les codes, qu'il faut essayer de faire se projeter dans un certain nombre de métiers, qu'il faut ensuite former, à qui il faut apprendre un certain nombre de bases. Et je pense que si on met ça en place, on est capable d'insérer des gens, mais qui, effectivement, aujourd'hui, sont loin du marché de l'emploi. Très rapidement, Nathalie Chusseau, petite conclusion, et après, chose promise, chose due, on donne la parole à la salle, ce qui va permettre d'approfondir les propos. Je vois que Dominique Ressigno et tous, d'ailleurs, autour de cette table, souhaitent continuer à réagir. Absolument, quelques éléments que je retiens de ce débat. Travailler à l'échelle du bassin d'emploi et avec l'échelon local, donc le territoire, les entreprises du territoire, etc., les chambres de commerce. L'accompagnement des petites et moyennes entreprises qui est un point clé, l'accompagnement des salariés, puisque la motivation des salariés est évidemment importante, proposer des formations courtes pour répondre à des besoins immédiats et être opérationnels, accompagner de manière globale les entreprises pour leur montrer de l'intérêt de la formation et leur montrer que ce n'est pas seulement un coût mais un investissement. Établir des relations dans la durée avec les écoles et les universités, l'importance des soft skills, on n'a pas besoin de collaborateurs immédiatement opérationnels, former les chefs d'entreprise, s'inspirer de la politique RH des armées, le programme Défense Mobilité, et surtout, en période de plein emploi, insérer les publics les plus éloignés de l'emploi. Voilà. Nathalie Chusseau, tout droit sortie du régiment de Fontenay-le-Comte. Alors, on peut vous applaudir, mais attendez, c'est pas terminé. Il suffit de lever la main, on va vous apporter, je ne promets pas de donner la parole à tout le monde. Alors, qui a demandé, je crois au premier rang, monsieur a demandé la parole en premier. Je vais vous demander de vous présenter très rapidement et de poser une question très rapidement pour que les réponses puissent être concises. On ne raconte pas l'histoire, on pose une question. Nous vous écoutons. Oui, Gilbert Font, ancien cadre dans l'industrie aéronautique. Au-delà de l'excellent travail qui est fait par le CNAM, que Mme Parly a présenté, et de la Chambre de commerce, il y a un absent important dans ce panel qui est l'éducation nationale. Or, l'éducation nationale a une responsabilité quand même importante dans la problématique de l'adaptation des compétences. Or, on sait les difficultés qui sont rencontrées, donc ce serait intéressant d'avoir le regard des participants sur ce sujet, parce que le grand sujet, ce sont les produits qui sont sortis du système éducatif français, dont on sait que malheureusement l'adaptabilité aux entreprises n'est pas formidable. Alors, la formation continue peut faire un excellent travail après, oui, mais la matière première de base, si j'ose dire, n'est pas au bon niveau. Alors moi, monsieur Roumillac. Voilà, un ou deux sujets. Premier, effectivement, grand succès de l'apprentissage, sauf que l'apprentissage a surtout bénéficié en post-bac.
Premier sujet, il faut que l'éducation nationale se force et les entreprises pour former des jeunes infra-bac sur des métiers techniques, les métiers de l'industrie, les métiers de bouche et un certain nombre de sujets tels que cela. Deuxième sujet, tout ce qu'on veut faire en termes de réindustrialisation, de transition écologique et de transition digitale ne se fera pas si on n'a pas plus de gens qui vont dans des métiers scientifiques. Il faut augmenter de façon massive les formations d'ingénieurs, peut-être au détriment d'un certain nombre d'autres formations. Donc voilà déjà 2 éléments. Si on les faisait sur le court terme, on aurait une capacité de mieux répondre aux besoins des entreprises. Dominique Restineau. Pour compléter, nous avons dédié totalement une école, l'ECIT, au métier du digital et de la cybersécurité. Quand j'entends oui, en nombre, en quantité, l'apprentissage est un succès. On en forme 19 000 à la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France. Cependant, et c'est là où c'est l'accompagnement, est-ce que vous connaissez le taux de rupture national des contrats d'apprentissage dans notre pays? Vous allez nous le dire? C'est entre 28 et 30%. Ça veut dire un taux de rupture, ça veut dire qu'on travaille à mettre un jeune et une entreprise en relation et que dans les premiers jours, les premières semaines, le premier, deuxième ou troisième mois, par rapport à une année, eh bien ça décroche. Et généralement, c'est assez catastrophique, oui. Bien sûr pour le jeune, mais aussi pour l'entreprise, mais surtout pour le jeune. Donc, ça a un coût. La Chambre de commerce, nous avons un taux d'intégration. Alors, sur l'intégration dans les entreprises, après 7 mois, c'est 91%. 91%. Le taux de rupture, il n'est pas de 28 à 30%, il est de 7 à 5% brut et net. C'est efficace. Parce que, non, oui, alors bien sûr que c'est efficace. Parce qu'il y a des moyens que nous mettons, et je parle sous le couvert du directeur général, que nous mettons pour accompagner et les entreprises et ces jeunes. C'est ça qui est important. On va aller vous voir. Parce que la quantité, c'est pas suffisamment important. La qualité, c'est ce qui fait gagner et c'est ce qui fait qu'on a des gamins. Et peut-être que c'est une réponse qu'il y a avec l'éducation nationale, mais je ne me permettrai pas de juger l'éducation nationale. Merci Dominique Restineau. Amina Zegal, rapidement sur ce point. Peut-être... En fait, en ce qui concerne l'éducation nationale, il serait important de réfléchir aussi, de considérer la transformation digitale qui doit aussi faire partie de la stratégie de l'ensemble. Madame, nous vous écoutons. Bonjour. Donc moi, je suis Géraldine, je suis aide à domicile. Et donc, j'ai un bac+3 et j'ai 4 diplômes. Ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez beaucoup parlé du monde de l'entreprise. Mais maintenant, avec le digital, vous avez aussi parlé des métiers du service. Et moi, je travaille en CESU. Et ce que je voulais vous dire, c'est que des fois, on n'a pas besoin de l'entreprise. On a juste besoin que l'administration arrête de penser qu'elle est, au-dessus de tout ça. Il faut qu'elle fasse confiance. Bien sûr, il faut qu'elle l'accompagne. On est bien d'accord. Et je fais le lien parce qu'effectivement, on a besoin de ces gens. Et c'est là... Parmi les gens qui sont parfois loin de l'emploi, c'est une mine. Et là, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Merci pour ce témoignage. C'était un témoignage plus qu'une question, finalement. Merci de l'avoir apporté. Alors, on va rester là avec monsieur. Monsieur, juste derrière, et je reviendrai vers vous après. Ce sera la dernière question. Monsieur, nous vous écoutons. Ma question est très rapide. On a beaucoup parlé des hard skills, etc. Mais comment, pour vous, la formation continue peut être un levier pour la rétention des talents qui sont déjà en entreprise? Ça, je peux prendre le sujet parce que c'est au cœur de la préoccupation des entreprises. Si les entreprises investissent sur la formation de leurs collaborateurs, c'est pas pour qu'ils partent, évidemment. Voilà. Souvent, l'écueil qu'on observe, c'est qu'on envoie en formation, on sort de formation et on n'a pas la possibilité de mettre en application tout de suite, dès le lendemain, dans son travail, au quotidien, ce qu'on a appris. Et ça dure 1 semaine, 1 mois, 3 mois, et après, c'est parti. Et ça, évidemment, c'est quelque chose, si on ne le traite pas, ne permet pas d'assurer la rétention. Donc, quelque part, la rétention, c'est pas que la formation, mais typiquement, et c'est dur à mettre en place, je parle de quelque chose qui n'est pas simple, c'est d'être capable de former et d'organiser ensuite la mise en situation dans la vraie vie, au quotidien. Et c'est un axe de progrès pour tout le monde, mais c'est un enjeu absolument fondamental. Merci beaucoup. Malheureusement, on ne pourra pas prendre la dernière question, mais vous allez pouvoir discuter entre vous. On est obligé de rendre l'antenne, parce qu'il y a d'autres sessions qui interviennent. Merci à vous toutes et tous. Merci Nathalie. Merci de votre attention, à vous ici et qui étiez derrière vos écrans. Bonne journée, bonne soirée.